Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui, je vous convie à un voyage visuel et sonore à travers le monde arabe, pas seulement le Maghreb, pour évoquer la première grande exposition digne de ce nom en France consacrée aux musiques arabes, Al Musica, la musique tout simplement en arabe. Cela se passe à la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août. Pour en parler, deux invités. Véronique Riffel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire de cette monumentale exposition. Spécialiste des arts du Moyen-Orient et d'Afrique, vous avez créé l'Institut des cultures d'Islam à Paris, au cœur de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. Vous l'avez dirigé pendant 8 ans, avant de partir ensuite en Égypte, où vous avez dirigé l'Institut français du Caire. Lamia Ziadeh, bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste libanaise bien connue des grands et des petits pour vos talents de conteuse et d'illustratrice. Disons-le, cette exposition est un événement parce que c'est une première, mais aussi parce qu'elle vient bousculer les clichés, les stéréotypes que l'on a sur ces contrées arabes. Il faut dire que cet Occident souffre d'une méconnaissance criante de ce qu'est le monde arabe. Ce n'est pas un monolithe. Est-ce que l'une et l'autre, vous pourriez me dire un petit peu quel est le cliché qui vous insupporte le plus concernant le monde arabe, les cultures arabes? Alors il y en a beaucoup, évidemment, mais là, puisqu'on parle de musique, peut-être ce soi-disant interdit d'écouter de la musique qui serait lié à un interdit coranique. Évidemment, la musique est au cœur des pratiques sociales et culturelles du monde arabe. Il suffit de voyager dans le monde arabe pour s'en rendre compte, et même tout en restant en France, d'aller dans n'importe quel café à Barbès et autres pour se rendre compte à quel point la musique vraiment est au cœur des mœurs. Vous, Lamia, est-ce qu'il y a un cliché qui vous pèse? Alors, exactement le même, c'est incroyable. En fait, c'est pas incroyable, c'est normal que ce soit aussi, pour moi, le cliché qui m'énerve, disons, le plus. Donc pour Véronique, c'est pas étonnant après avoir dirigé la Maison des cultures d'Islam. Et moi, dans mon livre Aux nues aux mes yeux, je démontre que en fait, c'est l'islam qui a amené les plus grandes chanteuses, que ce soit Kalsoum, Asma, mais même Fayrouz et Nour el-Huda, qui étaient des chanteuses chrétiennes, à la perfection de leur voix et de leur façon de chanter. C'est-à-dire que toutes ont pris des cours et des leçons avec des muezzins pour la prononciation, mais aussi pour le rythme et l'espacement entre les phrases. Enfin, voilà, c'est ce qui structure la musique arabe, en fait. C'est l'islam et les chants des muezzins et les déclamations des versets du Coran, etc. Voilà, c'est ce cliché-là. Alors, dans ce magnifique catalogue d'exposition, Al Musica, il y a un avant-propos qui parle d'une urgence de regarder autrement le monde arabe et qui parle également d'une démarche post-orientaliste. Qu'est-ce que vous entendez par là? On connaît surtout, en tout cas, vu d'Occident, le monde arabe à travers ce filtre des voyageurs, qui étaient souvent des voyageurs imaginaires aussi, que ce soit des écrivains, des musiciens, des peintres. Donc on a, ça donnait aussi, ça partait d'un bon sentiment, je pense, cette envie d'ailleurs, de sortir d'une société un peu corsetée, notamment au XIXe siècle, où l'Orient, à cette époque, représentait plutôt une grande liberté de mœurs, en fait. Ça peut être assez paradoxal de le rappeler aujourd'hui au XXIe siècle. Mais voilà, on a ce filtre orientaliste qui fait qu'on réduit, justement, on parlait de stéréotypes, le monde arabe à quelques clichés, notamment autour de la femme, etc., séductrice, voilà, l'almée, alangui. Donc c'était sortir de ce filtre-là et rentrer dans la création des artistes du monde arabe, soit vivant dans le monde arabe, soit vivant dans les diasporas, dont Lamia, par exemple, qui participe à l'exposition. Et c'était important pour moi de d'arrêter de parler à la place des artistes et des personnes qui vivent dans le monde arabe pour montrer leur création, pour montrer leur vision, leur écoute des cultures arabes. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est sortir des clichés et faire ce voyage immersif de l'intérieur. On n'est plus dans le voyage en Orient, on est dans le voyage, comme vous l'avez dit en introduction, au cœur du monde arabe. On traverse tout le monde arabe, du Maroc à la péninsule arabique, et on remonte 15 siècles de courants musicaux. Est-ce que ce n'est pas un défi pharaonique? J'ai envie de dire non, quand je vois cette vidéo-là que je vous invite à regarder, d'Ala Wardi, une star pop du monde arabe,
d'origine iranienne qui vit en Arabie Saoudite et qui a rassemblé en une vidéo plusieurs titres et plusieurs siècles d'histoire. Allah Allah ya baba wa salam alayk ya baba Allah Allah ya baba wa salam alayk ya baba habibi برشلوني يموت برشلونة وانا ما دريت لكن بغير العيون طيني 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 معلم معلم. Est-ce que ça a été aussi simple que ça pour vous, Véronique, de compiler 15 siècles d'histoire musicale? Oh là là, non, c'était très difficile et justement cette vidéo d'Allah Wardi que j'aime beaucoup, pour moi, synthétise un petit peu ce challenge d'une façon ironique. J'aime beaucoup son idée de résumer, ce qui est évidemment impossible à faire, résumer l'histoire du monde arabe, des musiques arabes en 6 minutes, à travers 42 titres, qu'il imite avec un accessoire. Enfin, il imite chaque chanteur avec un accessoire et avec le son de sa voix, il imite tous les instruments de la musique arabe. Et c'est un petit peu, on commence l'exposition par cette vidéo parce que c'est un peu pour montrer voilà, l'espèce d'ampleur de la tâche. Mais bien sûr, il n'était pas question d'être exhaustif. C'est pas une exposition musicologique, savante, qui fait le tour de la question une fois pour toutes. Pas du tout, c'est pas du tout dans cet esprit-là qu'on l'a conçu. Au contraire, c'est plus un point de départ, donner envie par petites touches, comme ça, par impression. C'est une exposition assez impressionniste, comme quand on fait un voyage, on a des impressions de voyage, on a envie après de les partager avec ses amis, avec son entourage, d'y revenir, d'approfondir. C'est vraiment dans cet esprit-là que l'exposition a été conçue. Donc il a fallu 2 ans pour la concevoir. J'étais encore en Égypte quand la Philharmonie m'a proposé ce projet. Donc j'étais dans de bonnes conditions pour l'accepter avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Et donc 2 ans, et être commissaire d'exposition, c'est faire des choix. C'est pas du tout facile parce qu'il y a énormément d'œuvres magnifiques, passionnantes, mais construire un parcours cohérent d'un point à un autre, donc de la période pré-islamique jusqu'à aujourd'hui, pour aller à l'encontre de ces stéréotypes dont on parlait, et puis pour voir le monde arabe autrement. Vous, comment, Lamia, vous avez réagi la première fois que vous avez visité un petit peu l'exposition? Vous qui avez baigné dans la culture arabe, libanaise. J'étais impressionnée par la somme de choses qu'il y avait et que moi-même je ne connaissais pas. Je ne suis pas une experte, mais même je connais un peu et j'ai découvert énormément de choses. Je connais surtout la musique du Proche-Orient et aussi l'égyptienne parce que c'est celle que tout le monde connaît. Mais toutes les musiques soufis ou du Maghreb ou les biais par lesquels sont montrées ces musiques par des travaux d'artistes contemporains par exemple, entre autres, et des enregistrements, etc. C'est très très vaste et riche et j'étais ravie de me plonger dans tout ce que je ne connaissais pas et aussi dans ce que j'aime déjà et qui est beaucoup plus... la musique liée au cinéma égyptien. Vous avez certainement reconnu la voix qui ouvrait l'émission tout à l'heure, la grande, l'unique, la diva, la star de l'Orient, Kalsoum, qui encore aujourd'hui, 40 ans après sa mort, continue d'être une icône populaire, inégalée dans le monde arabe, mais bien au-delà. Comment vous l'expliquez? Je me tourne vers vous, Lamia, parce que dans Ô nuit, ô mes yeux, qui est donc un récit graphique consacré à la vie tumultueuse des grandes divas de la chanson arabe du XXe siècle. Vous nous parlez de Kalsoum et de Asmahan et de toutes les grandes autres stars. Oui, Kalsoum, sa vie déjà est incroyable. C'est pas pour ça, je pense qu'elle est aujourd'hui encore aussi connue, mais quand même, sa vie est remarquable. Pas très tumultueuse comme Asmahan ou d'autres, mais elle est fille d'un cheikh. Elle a appris la musique en déclamant les versets du Coran, habillée en garçon jusqu'à à peu près l'âge de 15 ans, parce que les filles... Alors là, il y a un interdit quand même. Les filles n'avaient pas le droit de chanter les versets du Coran et la vie du prophète. Donc, elle a dû se battre pour enlever ses vêtements d'homme parce qu'elle était déjà célèbre et elle était encore déguisée en garçon. Et
Donc ça, c'est un des premiers moments où elle a dû s'imposer dans sa vie, mais toute sa vie n'a été que comme ça, des prises de pouvoir et à part la force de sa voix et son talent, c'est ça aussi qui a fait d'elle ce qu'elle est. Et une des choses les plus importantes, je pense, par rapport à sa célébrité jusqu'à aujourd'hui, c'est son engagement nationaliste pour le panarabisme, la décolonisation. Déjà, elle chantait à l'époque du roi Farouk, mais dès que Nasser a pris le pouvoir, elle s'est donnée corps et âme à cette cause-là. Y compris jusqu'à la guerre de 67 où elle a donné cette fameuse tournée de concerts délirant dans le monde arabe, délirant, y compris à l'Olympia à Paris. C'est le seul pays, la France, où elle a chanté en 1967, voilà. Concert mythique. Concert mythique. Et ce concert n'est pas pour rien, je pense, aussi dans sa stature. C'est ce qui nous reste d'elle aujourd'hui. Et on voit sur ces images-là, on voit la ferveur des gens à son égard. Et aujourd'hui, au Caire, il y a encore 2 radios qui diffusent ses chansons tous les jours. Il y a des horaires de plusieurs heures par jour quand même, tous les jours. On entend ça dans les taxis. Elle est la tête d'affiche de l'exposition Al-Musica. C'était une évidence ? Oui et non, en même temps, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le livre de Lamia Onyu aux mes yeux, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas Kalsoum non plus, c'est-à-dire que Lamia n'a pas fait un livre sur Kalsoum, elle montre aussi que c'était une femme dure, qui essayait vraiment d'éclipser ses rivales, et elles étaient quand même nombreuses, et j'aurais vraiment aimé voir ce qu'aurait pu être la vie d'Asmahan si elle avait duré plus longtemps. Oui, moi j'ai des doutes sur... presque j'ai même pas de doute. Je suis sûre qu'elle n'aurait jamais atteint le niveau qu'a atteint Kalsoum, qui a eu quand même 4 millions de personnes à son enterrement. Quand on voit les photos de l'enterrement filmées par Youssef Chahine, on n'en doute pas. Hein. C'est pas un chiffre délirant, c'est vraiment incroyable, quoi. Ça a été Kalsoum. C'est aussi dans le geste, enfin cette posture comme ça d'intense émotion qu'elle faisait ressentir à son auditoire. C'est ce geste, c'est plus que la personne en elle-même pour l'affiche, c'est cette émotion qu'on avait envie de transmettre au public et donner envie au public de voir l'exposition à travers un geste comme ça qui appelle et elle a un visage souriant aussi, enfin en tout cas très pris sur l'affiche, et j'aime cette expression. Alors, Kalsoum l'égyptienne, mais on a aussi Warda l'algérienne, Fayrouz la libanaise, Asmahan la syro-égyptienne. Quelle place occupent les femmes dans ce paysage musical et culturel, qu'elles nous aient quittées ou qu'elles soient bien vivantes aujourd'hui ? C'est peut-être un autre stéréotype aussi que l'exposition combat, et aussi évidemment le livre de Lamia, c'est de montrer la place importante des femmes dans cette création musicale, pas uniquement comme interprète, comme jolie muse inspirante, mais vraiment comme femme créatrice. Et donc on voit dans l'exposition, en tout cas, on voit très bien tout au long de l'histoire, que ce soit dans la période antique, dans la période pré-islamique avant la naissance de l'islam, jusqu'à aujourd'hui, à quel point la figure de la femme est centrale dans la musique. Elle n'est pas périphérique, elle n'accompagne pas, elle crée. C'est ce qui vous a plu, vous, dans votre travail ? Enfin, elles ont été une source d'inspiration ? Oui, même au début du siècle, donc là c'est plus large que la musique, les premières productrices, les premiers producteurs de cinéma égyptien étaient des femmes. Dans les années 20-30, on est encore à l'époque du muet, et ça on a vraiment du mal à l'imaginer. Oui, je crois que c'est quasiment pas su. Oui, moi-même je l'ai découvert à l'occasion de mes recherches pour mon livre. Oui, c'est ça qui m'a beaucoup fascinée aussi. C'est leur vie, pas seulement leur voix et leur chant. Et Rose Youssef aussi. Oui, Rose Youssef, qui est la première qui a créé un magazine qui porte son nom et qui aujourd'hui est le seul magazine au monde qui existe encore et qui porte le nom d'une femme. Pas le prénom, le nom Rose. Marie-Claire. Oui, ou Marie-France. Les principales places fortes dans votre livre culturel, ce sont Beyrouth, mais surtout le Caire, Hollywood sur Nil à l'époque. Il y a eu un congrès fondateur dans les années 30, en 1932, qui a rassemblé donc des musicologues égyptiens
et des musicologues occidentaux et aussi des orientalistes. Ce congrès est un mythe pour tout chercheur qui s'intéresse à la musique arabe et à la musique en général. La force de votre exposition, c'est qu'on n'enferme pas la musique arabe dans une définition péremptoire. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas se poser la question de qu'est-ce qu'une musique arabe, qu'est-ce qui n'en est pas une. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers l'exposition, on n'a pas cherché à donner une réponse définitive et un petit peu univoque à cette question de la définition, parce que forcément, quand on a un sujet comme ça, on cherche un peu à le circonscrire, c'est bien naturel. Mais on a voulu laisser les choses ouvertes, donner des pistes, des clés d'écoute. On voit par exemple, dès le départ, on voit l'importance de la langue, le rythme de la langue arabe déjà, qui est en soi musical. On voit l'importance de la poésie au sein de cette musique. Et ça, c'est quelque chose qui est un fil conducteur, qui est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense vraiment que les chanteurs d'aujourd'hui, très modernes, que ce soit des slameurs, des rappeurs, des chanteurs plus classiques, sont vraiment habités par la poésie qui est structurante dans les cultures arabes. Donc on retrouve ça, la prégnance de la poésie, on retrouve le tarab, cette notion intraduisible en français qui décrit cette émotion intense qui s'empare de l'auditeur quand une musique est particulièrement mélodieuse, et puis surtout ce lien qui se crée entre l'interprète et l'auditoire, qui est vraiment unique, et c'est vraiment ce moment-là qui compte dans la musique. Donc plus que le compositeur, plus que des figures comme ça qui sont importantes dans la musique occidentale, là c'est vraiment ce lien et ce moment fort. Et puis l'importance aussi de l'écoute, ce qu'on appelle le sama dans le soufisme, mais qui vaut, à mon avis, plus largement dans l'ensemble des musiques arabes, c'est cette importance de l'écoute, de savoir écouter une musique, la recevoir. C'est aussi le mystique Rumi qui disait qu'on pouvait trouver beau le son d'une perceuse à partir du moment où on était dans un état d'écoute. Donc il y a toutes ces pistes un peu, et puis aussi le fait que cette exposition montre à quel point le monde arabe dans le monde est central. Il est entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe, et à l'écoute aussi de toutes les musiques qui se créent autour. Et il n'y a pas de frontières étanches, il y a beaucoup de circulation. Et c'est ça aussi les musiques arabes, je pense, ce sont des musiques qui sont riches de toutes les influences des pays qui voisinent le monde arabe. On ne peut pas ne pas évoquer les musiques du monde arabe sans évoquer celles du Maghreb, en particulier une. Je vous propose d'écouter un morceau bien connu. Cheikha Armiti, qui est la mamie du rail moderne, la doyenne d'un style musical qui nous arrive d'Oran. On devrait rappeler à nos politiques que dans les années 80, le rail était l'une des premières musiques de France qui s'exportait à l'international. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est complètement dans le propos de l'exposition. On parlait d'orientalisme, de post-orientalisme. Quand on dit, c'est aussi montrer ce ne sont pas des musiques exotiques, lointaines, mais que tout le monde en écoute, même un peu dans une forme d'inconscient personnel et collectif. Et effectivement, en se replongeant dans les archives, on se rend compte que dans les années 80, la France était connue à l'étranger pour le rail, par exemple. Le rail était une musique vraiment made in France. Et c'est intéressant. Et Didi, l'album de Khaled, a été un des albums français les plus vendus dans le monde, aussi bien sur le continent africain qu'aux États-Unis, par exemple. Donc il ne faut pas avoir peur aussi de ces immigrés. C'est aussi un petit peu ça le message de l'exposition. Pas avoir peur des cultures qui enrichissent la culture française, à mon avis, de composantes qui lui donnent un nouveau souffle, qui continuent à la faire vivre et à la faire évoluer. Et effectivement, le rail dans les années 80, c'était ça. Vous, c'est une musique auquel vous avez été sensibilisé, le rail? En arrivant en France, avant, franchement, au Liban, je ne connaissais pas du tout. J'arrivais à 18 ans et là, j'ai découvert le rail. Et au début, je pensais que ce n'était pas de la musique arabe, parce que c'était pour moi tellement différent, parce que vraiment, c'est différent de Fayrouz ou des chants villageois libanais. Et oui, pour moi, c'est vraiment très français aussi. Hein. Donc,
la musique française, c'est sûr. La force de l'exposition, c'est qu'elle recrée plusieurs lieux symboliques, et notamment un café de Barbès, place forte où convergent les immigrés, notamment du Maghreb. Et ce café permet de jouer au domino et surtout de rendre hommage aux déracinés du Maghreb, aux chanteurs de l'exil, Idir, Warda ou Slimane Azem. Vous le disiez, on oublie en fait combien ils appartiennent finalement au patrimoine français, combien ils ont enrichi la culture française. Absolument, donc c'était rendre hommage à ces figures. Il y a autour de ce café de Barbès qu'on a reconstitué, on a de très belles séries de portraits photographiques qui mettent vraiment en lumière l'importance, la beauté de ces personnages. Il y a une série de portraits de photographie Harcourt, par exemple. Donc, tous ces musiciens sont passés par les studios Harcourt, au même titre que les grandes stars hollywoodiennes ou les stars françaises. Et puis, il y a aussi de très belles affiches d'époque, des affiches pâtées de promotion de disques, où on voit, c'était une époque justement, j'aime beaucoup le graphisme qui peut faire penser aussi au dessin de Lamia. Voilà, donc c'était rendre hommage à cette époque. Et puis aussi, il y a un Scopitone, donc c'est l'ancêtre du jukebox, où on peut choisir ses morceaux. C'est très amusant ça, moi je ne connaissais pas, c'est génial. Voilà. Donc on peut choisir son morceau et écouter. Et donc c'est très convivial parce que chacun aussi a son rapport avec une musique plus qu'une autre. On peut partager ça ensemble. Effectivement, comme vous le disiez, jouer au domino, on joue. Je pense qu'on s'amuse beaucoup dans cette exposition. C'était le but. C'est pas une exposition. Moi, ça part d'une fréquentation assidue des expositions. J'aime beaucoup les expositions, mais j'aime pas m'ennuyer. J'aime pas qu'on m'assomme d'un propos que je pourrais retrouver plutôt dans des livres. J'aime quand il se passe quelque chose, quand c'est une expérience de vie et que je peux venir avec des amis, avec des gens de ma famille et passer un bon moment. Et c'est ça qu'on a essayé. Ça, c'est vraiment le cas là, dans cette expo. Je l'ai vu le jour où j'y suis allée. Les gens s'amusaient. C'est ça. C'était regarde. Ouais, c'est aussi faire des petites improvisations de Darbuka. C'est bien avec la musique de faire ça. La fin de l'exposition, c'est Arabia sans trop Remix. déflorer. Voilà, sans trop spoiler, sans trop déflorer. C'est un petit peu l'endroit où s'entremêlent les styles contemporains d'aujourd'hui, mais qui puisent aussi dans des musiques ancestrales. Je voudrais vous faire écouter 2 morceaux. Le premier. طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره محلك يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعنيت يا بدر Bachar Makhalife, chanteur, compositeur, multi-instrumentiste, franco-libanais, roi de la scène électro, fils de Marcel Khalife, icône de la chanson arabe au Moyen-Orient. Son morceau est assez galvanisant, Lemon. Et je vous fais écouter un autre morceau. Là, c'est Islam Chipsi, une des figures de la scène kérote, de ce nouveau genre qui a pris un essor remarquable après les révolutions arabes en 2011. C'est l'électro-sha'abi. Est-ce que ces musiques-là vous parlent à vous aujourd'hui ? Oui, Bachar Khalife, pour moi, c'est très proche. C'est le Liban, et même si c'est beaucoup plus moderne que ce qu'on connaît. Et il y a un clip que j'adore de son dernier disque, je crois, ou sa dernière chanson, Balkon,
réalisé par Daniel Arbit, qui est, à mon avis, un petit chef-d'œuvre de balade dans Beyrouth. C'est la meilleure façon de voir Beyrouth. Mais Daniel est très forte pour montrer Beyrouth, pas le Beyrouth pour touristes, quoi. C'est vraiment super, ça. Oui, c'est l'occasion, effectivement, par la musique, par le clip, par l'inventivité aussi des artistes, de se plonger, de sortir de la vision touristique. Je suis complètement d'accord. Et donc, effectivement, dans cette dernière salle, on a reconstitué un dispositif de chaîne YouTube aussi pour montrer l'importance des réseaux sociaux aussi dans la découverte, l'accès aux musiques un peu partout dans le monde. On peut voyager vraiment en étant à Paris ou en étant à Beyrouth voilà, et avoir accès à tous ces contenus. Donc j'aime énormément le travail de Bachar Mar Khalifa. Je trouve ça un très beau mélange de culture classique, très bien digérée, et de créativité, de musique. Et c'est vraiment, il s'aventure toujours dans des nouvelles directions. Là, il sort un nouvel album en mai qui rend hommage à un chanteur nubien, et c'est aussi très beau. Donc ouais, Bachar Mar Khalifa, pour moi, c'est un des plus grands, même s'il est encore très jeune. Et oui, Islam Chipsi aussi, j'ai vécu en Égypte, donc forcément, ça a rythmé complètement mon quotidien. Le bureau dans lequel je travaillais toute la journée, j'entendais du Maragan, de l'électro-shahabi. Donc Islam Chipsi, quand je l'entends, ça me replonge complètement dans ce vécu Kérote et alexandrin, qui étaient les miens encore il n'y a pas longtemps. Dans votre œuvre, Lamia, vous parlez du Proche-Orient, mais d'un Proche-Orient aussi livré au conflit, au chaos, au deuil, à la destruction. Je voudrais qu'on écoute Ayham Ahmed. C'est le musicien des ruines, le pianiste de Yarmouk, un camp de réfugiés dans la banlieue de Damas. Ces images de lui jouant dans un décor de ruines au milieu des décombres ont fait le tour du monde. Ayham Ahmed a vécu une de ces trajectoires terribles que vivent des millions de réfugiés aujourd'hui, qui est donc de fuir leur pays. Et il a emprunté la route des Balkans et aujourd'hui il est en Allemagne avec sa famille, au terme d'un périple particulièrement éprouvant. Il vient de sortir aux éditions La Découverte son témoignage, Le pianiste de Yarmouk, Ayham Ahmed. Est-ce que tous ces conflits sont une menace pour les patrimoines musicaux, mais aussi pour la création contemporaine ? C'est à la fois une menace et puis une motivation supplémentaire, en tout cas pour les artistes, de se pencher sur ce patrimoine, de le faire vivre, de le transmettre. Je pense qu'on attire cette attention du visiteur dans l'exposition. Je pense que ça peut être une chance pour les artistes, les créateurs, ceux qui vont créer la nouvelle musique, mais je pense que c'est une menace pour l'archivage de la musique qui existe. C'est-à-dire que, pas seulement la musique d'ailleurs, mais tous les archives de la télé nationale au Liban sont à la rue, en ruine physique, quoi, dans l'humidité, etc. Les enregistrements musicaux aussi. Bon, il y a des fondations qui font des choses et tout, mais les États ne font rien. Mais par rapport aux artistes, je me demande si c'est pas, je ne sais plus qui disait que c'était sous les Borgia qui avait eu les plus grands artistes italiens et sous la dictature que souvent surgissent. Donc ça, je ne pense pas que la créativité des artistes syriens ou autres, irakiens, etc., soit menacée. Ça donne lieu à des œuvres, de très belles œuvres, comme le dernier livre aussi de Lamia, Ma très grande mélancolie arabe, qui est vraiment dans cette envie de... S'il n'y avait pas ces conflits, je ne l'aurais pas fait. Bah oui. Après, bon... Oui. Je pense que, en tout cas, ça n'empêche pas les artistes de créer, ça c'est sûr. Et après, oui, il y a comme le dit Lamia, il y a des patrimoines qui sont en danger, des patrimoines matériels, des patrimoines immatériels, comme la musique. Et effectivement, heureusement que certains artistes, certaines fondations font ce travail d'archivage
pour transmettre un patrimoine qui est en train de disparaître, le Maqam de Bagdad ou le Mouacha d'Alep, ou des chants comme ça très vraiment ancrés dans les cultures sont en train de disparaître. Et enfin, il faut vraiment des initiatives de grande ampleur pour pouvoir les préserver. On approche la fin de l'émission. Avant de se séparer, je voudrais que l'une et l'autre, vous sélectionniez 2 œuvres parmi celles que vous avez vues à la Philharmonie, qui vous ont marqué. Et puis aussi, là j'imagine que le choix va être très cornélien, mais peut-être pas. Vous avez aussi peut-être une chanson comme ça en tête. Et est-ce que vous pourriez nous la donner ? Moi, pour les œuvres, c'est idiot, mais je vais choisir une œuvre que je connaissais déjà avant l'expo, qui est les peintures de Chant Avedissian, qui a représenté toutes les stars de la chanson et du cinéma égyptien, mais aussi le roi Farouk, ses sœurs, les princesses, Nasser, etc. Donc toutes les personnalités égyptiennes, mais je trouve ces peintures tellement jolies. D'ailleurs, elles m'ont pas mal inspirée pour mon livre sur les chanteuses. C'est vraiment super. Et là, il y a un mur entier. J'en avais jamais vu autant en même temps. C'est très, très spectaculaire. Moi, j'en ai toujours vu 4-5 au maximum. Et là, je ne sais pas, il y en a combien ? 54. Ah, 54. C'est très, très beau. Vraiment super. Et sinon, c'est la vidéo de Love and Revenge. C'est 2 artistes qui prennent des scènes de vieux films égyptiens, un peu de films cultes, et qui les remixent avec une musique contemporaine et qui jouent aussi sur les images, qui trafiquent un peu les images. Enfin, je ne connais pas, moi, tous les termes techniques, et c'est vraiment super bien. Les artistes, c'est La Mirza et Wael Koudé, Rayez-Bek, connu comme Rayez-Bek au D'accord, Liban. c'est vraiment super. Ouais. Et votre chanson ? Alors, Yahawa Beyrouth ou Li Beyrouth, 2 chansons de Fayrouz pour Beyrouth, une qui est pendant la guerre, qui se passe, qu'elle a chantée dans 77, 78, 79, comme ça. سكروا الشوارع عتموا الشارات زرعوا المدافع هجروا الساحات وينك يا حبيبي بعدك يا حبيبي صرنا الحب الصارخ صرنا المسافات. La chanson la plus triste que je connaisse, alors que je pense que pour quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, on peut croire que c'est une chanson gay presque. Enfin, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte, mais c'est terrible. Elle est très courte, genre 2 minutes. Et elle l'a chantée à l'Olympia justement en 79. Un concert de Fayrouz qui ne chantait plus au Liban, mais qu'à l'étranger pour ne pas être récupérée par un camp ou l'autre. J'adore cette chanson. J'adore les chansons tristes. Véronique ? Dans toutes les œuvres de l'exposition, je citerai une œuvre de Maha Malour. C'est une artiste saoudienne, donc une œuvre qui s'appelle Food for Salt, qui est constituée de cassettes de prêches et de récitations coraniques, et qu'elle a étalées sur des plateaux en bois qui accueillent normalement la pâte à pain, et là ça sert de cadre pour ces cassettes qui forment des motifs, enfin, et des lettres aussi d'injonctions islamiques aussi. Et donc c'est l'idée de montrer que dans une ville par exemple comme Riyad en Arabie Saoudite, cette présence du message religieux en permanence, comme vraiment faisant partie du paysage sonore. Et donc le fait qu'on ne puisse pas y échapper dans toutes les échoppes, les taxis, etc., on entend ces prêches, ça fait vraiment partie de la vie. Donc j'aime beaucoup cette œuvre qui est assez ironique, qui dénonce un peu cette omniprésence du religieux, mais d'une façon très esthétique en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une œuvre politique, c'est vraiment très esthétique avant tout. Et je citerai aussi Mystic Dance de Najia Merhaji, une artiste marocaine qui a réussi en fait dans son œuvre picturale à transcrire le mouvement. Alors ça peut être celui des derviches tourneurs, on peut y voir ça, on peut y voir tout simplement le rythme dans la toile. Une série de 4 Mystic Dance comme ça qui sont vraiment très, très belles en noir et blanc.
Et quelle est votre chanson phare? Alors évidemment, il y en a énormément, mais si je pense à une chanson qui pour moi aussi résume un peu le propos de l'exposition, je pense à Lama Beda, ce chant andalou très beau, qui a une très grande postérité, puisqu'on l'entend toujours. Il a été interprété par de nombreux chanteurs et chanteuses, récemment par Natacha Atlas, une version que j'aime beaucoup. Et c'est un chant ça, très doux, très beau, et ça dit toute la douceur justement de ce monde arabe. Malgré voilà, des contextes géopolitiques parfois contraints, n'oublions pas cette douceur du monde arabe. Merci à toutes les deux. Merci Véronique Riffel. Merci beaucoup. Merci Lamia Ziadé. Je vous invite donc à aller à la Philharmonie de Paris visiter cette très belle exposition. Elle est visible jusqu'au 19 août. Et on ne peut que lui souhaiter aussi de ensuite voyager à travers la France. Je ne sais pas si c'est un projet. Et à l'international. Merci à 5e étage d'avoir permis cette émission. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express.